vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité. On va prendre tout de suite la direction de l'Assemblée nationale où a eu lieu le go de la 9e édition sinon sommet de chef de l'État de la CIRGL, un sommet où la République démocratique du Congo reprend la présidence tournante avec l'objectif affiché d'obtenir le résultat concret. Climat des tensions régionales, les défis sécuritaires persistants et attentes diplomatiques. C'est dans ces contextes que Kinshasa accueille ce sommet de chef de l'État sinon de la région de Grand Lac. Les condensés avec Mondi Kouyala. C'est dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que s'est ouvert le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Une rencontre de haut niveau dédiée aux enjeux de paix, de sécurité, de stabilité et de coopération régionale dans un contexte marqué par des tensions persistantes dans plusieurs pays de la région. Dans son discours d'acceptation et d'ouverture, le président Félix Tshisekedi a, au nom de la RDC, accepté la présidente tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. Le chef de l'État congolais a martelé qu'il n'y aura pas de paix sans justice, pas de stabilité sans sécurité partagée et pas de développement sans une véritable intégration régionale. Le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Pour sa part, le président angolais João Lourenço, dans son discours de passation du pouvoir, a rappelé que ce sommet se tient à un moment où la région des Grands Lacs fait face à de multiples défis persistants, tensions sécuritaires, déplacements massifs des populations, pression économique et montée des menaces transfrontalières. Notons que ce nouveau mandat placé sous la présidence de Félix Tshisekedi Tshilombo sera un mandat de résultats articulés autour de 5 priorités majeures. La réforme institutionnelle de la CIRGL, le rétablissement et la consolidation durable de la sécurité et de la stabilité régionale, le renforcement de la coopération judiciaire, la lutte contre l'exploitation et les commerces illicites des ressources naturelles, notamment grâce à un programme effectif de traçabilité des minéraux et de l'intégration économique régionale. 12 chefs d'État membres de la CIRGL prennent part à ces sommets avec une absence remarquée du Rwanda et de l'Ouganda. L'actualité de ce samedi 15 novembre 2025, c'est aussi l'accord signé entre Kinshasa et le mouvement terroriste M23 à Doha au Qatar. Parmi les points qui sont dans l'ordre du jour figure également le rétablissement de l'autorité de l'État à dispositif de sécurité, mais aussi l'intérimaire de DDR, y compris la question du retrait de tous les groupes armés, dispositif de gouvernance intérimaire, y compris d'éventuelles réformes politiques et institutionnelles, et bien sûr des élections. Le rétablissement de l'autorité de l'État, le parti convient d'un rétablissement progressif et coordonné des institutions des services de l'État dans les territoires affectés, notamment le maintien de l'ordre public, la liberté de circulation de personnes et de leurs biens, ainsi que l'accès aux documents d'état civil et aux services financiers. Le rétablissement de l'autorité de l'État se déroulera selon les phases prévues, notamment le présent accord de paix et de conformément au calendrier et aux étapes fixées dans le protocole ultérieur qui feront partie intégrante du présent accord. Nous reviendrons sur ces dossiers dans nos prochaines éditions. Nous prenons directement la direction de la Cité de l'Union africaine où a eu lieu le Conseil de ministres le vendredi à la Cité bien sûr de l'Union africaine. Les membres du gouvernement souminois 2 ont pris part à la 67e réunion ordinaire du Conseil de ministres sous la conduite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Outre la communication traditionnelle du chef de l'État, ce
rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif national a été également l'occasion de faire le point, entre autres, sur la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire sur l'étendue du territoire national. Suivez les comptes rendus avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Le président de la République est revenu sur sa participation à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac tenue le 30 octobre 2025 à Paris. Cette rencontre déterminante a permis de remettre la crise dramatique dans l'est de notre pays au cœur de priorités internationales et de mobiliser d'importantes ressources pour répondre à l'urgence humanitaire. Grâce à l'action résolue menée par la délégation congolaise, nos partenaires ont annoncé une enveloppe globale de 1,5 milliard d'euros destinée en priorité aux populations du Nord et du Sud Kivu. Parmi ces contributions majeures figurent celles des États-Unis d'Amérique avec 129 millions de dollars, 129 millions d'euros pour l'Union européenne ainsi que les engagements renouvelés de plusieurs autres pays, notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, le Canada ou le Japon. Les institutions financières internationales et les agences du système des Nations Unies ont également confirmé leur appui dans ces contextes de souffrance extrême. L'une des décisions importantes prises à Paris concerne entre autres la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour uniquement des vols humanitaires de jour d'ici la fin de cette année. Cette mesure est cruciale pour briser l'isolement des populations, permettre l'accès des humanitaires et accélérer l'acheminement des secours. À cet égard, le président de la République a enjoint les membres du gouvernement concernés sous la coordination de la Première ministre à se mobiliser sans délai, notamment le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, qui doit veiller à la gestion rigoureuse des financements mobilisés et à leur orientation rapide vers les besoins prioritaires. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'Intégration régionale ont été chargés de poursuivre les échanges avec les États partenaires et les organisations internationales afin de finaliser les modalités pratiques des engagements pris à Paris et d'assurer les suivis diplomatiques requis. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, est appelée à préparer, en collaboration avec les partenaires, un plan d'intervention d'urgence destiné à renforcer l'assistance aux populations déplacées. Concernant spécifiquement la réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma, le président de la République a formellement instruit les vice-premiers ministres de l'Intérieur et du Transport, ainsi que celui de la Défense, de travailler de manière conjointe afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires. Cette coordination devra intégrer les recommandations du CICR, notamment en matière de protection des aéronefs, des circulations des humanitaires et des garanties de sécurité. Un rapport d'étape est attendu régulièrement par l'entreprise de la Première ministre sur l'état d'avancement des actions envisagées. À la Chambre du Parlement, nous allons revenir ce soir sur la visite officielle au Palais du Peuple de l'ambassadeur du Royaume de Maroc qui a été reçu par le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalou Condé Kingé, dans le cadre de préparatifs de la 47e conférence de présidents de Parlement de l'Union africaine, UPA en sigle, que Kinshasa va abriter du 18 au 22 novembre 2025. Nous proposons à cet effet de suivre la plénière consacrée à la sécurité, planification et identité nationale, plénière organisée pour vous, bien sûr, le 12 novembre. Pascal Lokolo, Eric Izami, reportage. À l'issue de l'entretien, le diplomate marocain Rachid Angassim a salué les liens historiques et fraternels qui unissent le Maroc et la RDC, réaffirmant l'importance du dialogue parlementaire bien au niveau bilatéral qu'au sein du continent africain. Il a confirmé la participation d'une forte délégation marocaine conduite par le président de la Chambre des représentants. Cette visite rentre dans le cadre, bien évidemment, dans l'événement très important que vous allez héberger ici. C'est l'Union parlementaire africaine. Et le Maroc participe avec une forte délégation des parlementaires, des sénateurs, et aussi elle va être présidée par le président de l'Assemblée nationale marocaine qui est
on l'appelle la Chambre des représentants. Donc c'est très important pour nous, cette collaboration parlementaire au niveau continental, mais surtout au niveau bilatéral. Elle rentre également dans le cadre de la relation excellente et historique entre les deux pays amis et frères. Cette rencontre a également été l'occasion pour l'ambassadeur de féliciter les Léopards de l'RDC pour leur performance en match et des qualifications à la Coupe du Monde 2026, exprimant ce vœu de succès pour la suite de la campagne. Et entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul pas. L'actuel président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Bougie, a pris officiellement ses fonctions lors d'une séance de reprise qui a eu lieu à la Chambre basse du Parlement, telle que vous êtes en train de l'apercevoir dans ces images. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions en long et en large. Prenons tout de suite la direction de l'intérieur du pays où le barreau des cours d'appel de Maïndombe a un nouveau bâtonnier. Il s'agit donc là de maître Armand Koulouta Mbende. Son élection est intervenue le vendredi 14 novembre 2025 lors de l'Assemblée générale et ordinaire et élective bien sûr au barreau auprès de la cour de Maïndombe. C'est un reportage que signe Armand Minimio, notre correspondant dans la région. Ils sont venus de partout. Les avocats du barreau près la cour d'appel de Maïndombe, toutes promotions confondues, ont rejoint la ville d'Inongo, chef de la pointe du Maïndombe, pour participer ce vendredi 14 novembre 2025 à la deuxième assemblée générale ordinaire et élective de ce conseil de l'ordre. La dite assemblée générale a été sanctionnée par l'élection du nouveau bâtonnier, maître Armand Koulouta, nouveau bâtonnier du barreau près la cour d'appel de Maïndombe, revient sur les signes qu'il place son mandat. Mes premières impressions sont celles d'abord qui sont liées à la déférence que nous avons tous faite aux décisions importantes du Conseil national de l'ordre. Ces décisions ont concerné d'abord la réhabilitation de notre candidature en tant que futur bâtonnier du barreau de Maïndombe. Cette décision a été prise en toute équité et en cela nous voudrions remercier et dire que le bâtonnier national ainsi que tous les membres du Conseil national de l'ordre ont agi conformément à la loi. Je place mon mandat sous 3 signes. Le premier signe, le bâtonnier est le chef de l'ordre. Nous devons avoir des attitudes d'un père. Le deuxième signe, c'est cette collaboration que nous voulons avec les institutions. Le troisième signe, je le place sous les signes de la conciliation. L'avocat est un père conciliateur. Au barreau, nous n'avons pas de camp. Le barreau est constitué des avocats qui s'appellent confrères. L'élection du patron du barreau près la cour d'appel de Maïndombe, qui a intervenu ce vendredi 14 novembre 2025, a pris fin aux heures tardives, a souligné maître Armand Koulouta. Nous avons poursuivi jusqu'à 19h30 et dans la ville d'Inongo, l'électricité faisant défaut, nous avons été obligés de suspendre pour pouvoir reprendre lundi avec cette activité de l'élection de membres du Conseil de l'ordre. Ici est de préciser que les bâtonniers Armand Koulouta remplacent à ces postes maître Mpoutou Mokazina, Juribal. De la province de Maïndombe, nous prenons la direction de celle de Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi, où la société SRP a procédé le 14 novembre 2025 à la remise officielle de bâtiments de l'université officielle de Mbuji-Mayi. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte même de cette institution universitaire et ce, le recteur de cet alma mater qui a reçu les clés venant de cette entreprise. L'université officielle de Mbuji-Mayi a pris pleinement le contrôle de la gestion de ces nouvelles infrastructures modernes. Ce jeudi 13 novembre 2025, le recteur abbé Apollinaire Chibaka Chikongo a, au cours d'une cérémonie solennelle et historique reçu de la société SRP, les clés des auditoires, amphithéâtres, de la bibliothèque, du laboratoire informatique, des homes, des bureaux, des salles, des réunions et bien d'autres bâtiments annexes. Cette activité se veut symbolique car elle scelle l'effectivité de l'octroi définitif de la gestion de ce fleuron académique à l'université officielle de Mbuji-Mayi.
Mbujimai, nous renseigne la cellule des communications de l'université. Le recteur de cet alma mater, professeur Abbé Apollinaire Tshibaka, a exprimé ses remerciements au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette initiative noble et a adressé ses chaleureuses félicitations à la société SRP dont la qualité de l'ouvrage n'est plus à démontrer. Vous venez donc là de suivre le récit de Saint-Clair Mbia, notre correspondant à Mbujimai. Au Congo d'en face, comme c'est le cas, le 14 novembre de chaque année, ce depuis 1991, l'humanité a célébré la journée du diabète. Pour cette année, l'accent mis sur le diabète au travail à travers, à Brazzaville bien sûr, le centre hospitalier et universitaire a à cet effet investi le diabétologue au Centre national des formations en statistiques démographiques et planification pour sensibiliser son personnel sur le contour de cette maladie chronique et mortelle. Le compte rendu avec Drochingolo, notre correspondant au Congo-Brazzaville. C'est quoi le diabète? Pourquoi devient-on diabétique? Quel est l'intérêt du dépistage? Comment se prémunir du diabète? Peut-on guérir de son diabète? Bref, c'est autour de ces questions hautement cruciales que le personnel du Centre national de formation en statistiques démographiques et planification a été sensibilisé et édifié par ces deux diabétologues du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Le diabète, c'est une maladie chronique qui se caractérise par une augmentation du taux de sucre dans le sang. On ne guérit pas de son diabète. On peut avoir une glycémie qui se stabilise, donc un taux de sucre qui revient à la normale et reste stable, mais on ne guérit pas de sa maladie diabétique. Le dépistage est important, surtout pour les personnes à risque. Donc, quelles sont ces personnes à risque-là? C'est celles qui ont dans la famille déjà un parent qui est diabétique, qui sont en situation d'obésité ou de surpoids, qui ont d'autres maladies associées, notamment l'hypertension artérielle, et qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. À travers cette session de sensibilisation et des formations liées à la Journée mondiale du diabète, laquelle cette année met l'accent sur le diabète au travail, le personnel du CNFSDP peut désormais se prémunir de cette maladie chronique et mortelle et éduquer son entourage. Avoir un personnel, c'est bien, mais avoir un personnel informé et en bonne santé, c'est encore mieux. D'où cette initiative. Il faudrait déjà se faire dépister pour connaître sa situation, avoir des mesures préventives comme pratiquer le sport et puis manger équilibré. Chaque 3 minutes qui passent, un patient est imputé à travers le monde. Pour aider le Congolais à mieux connaître son état de santé, il sera organisé le lundi prochain une séance de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Site retenu, CHU de Brazzaville, l'hôpital de Bakongo, de Filou, de Talangaï et de Djiri. Santé toujours, mais cette fois-ci à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Lors de l'ouverture de la première édition Digital Horizon, l'Institut national de santé publique a pris part active à ces rendez-vous de la transformation numérique en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Pascal Lekolo. L'Institut national de santé publique a pris une part active à la première édition des Digital Horizon, et rendez-vous national consacré à la transformation numérique en République démocratique du Congo. Au nom de la direction générale, le directeur général adjoint Mukenyi Badibanga a mis en lumière les avancées significatives réalisées par l'INSP dans l'intégration du digital. Il a rappelé que cette transition permet aujourd'hui d'améliorer la fiabilité du traitement des données épidémiologiques et d'assurer une remontée rapide des informations en situation d'urgence grâce notamment au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Nous voulons bien de la transformation numérique, nous voulons bien que nos sociétés se transforment par le moyen de technologie, mais la grande question demeure, avons-nous le contrôle de cette transformation? Avons-nous le contrôle des politiques de cette transformation? Avons-nous régulé assez cette transformation? Si nous pouvons répondre à ces questions-là positivement, nous sommes prêts. Et si nous ne pouvons pas répondre positivement, nous devons nous mettre au travail immédiatement pour pouvoir être en mesure de contrôler le big data avec le temps. Parmi les intervenants de marque,
figurait le ministre de la Santé publique et Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba. En tant que panéliste, il a partagé sa vision sur l'importance stratégique de la transformation numérique pour renforcer durablement le système de santé et à l'issue de son intervention, il a honoré le stand de l'INSP par sa visite, saluant la proactivité de l'institution et son rôle central dans la promotion de la santé publique en République démocratique du Congo. Et l'atelier provincial de dissémination des résultats de l'enquête démographique et de santé EDS-RDC-3 pour la ville de Kinshasa s'est clôturé ce samedi 15 novembre dans la salle Sadako Gata de l'INPP à Limete, dans la salle de Limete bien sûr réalisée par l'INS en collaboration avec l'appui de l'UNICEF, de l'UNFPA, de l'USAID et de la Banque mondiale de fonds national, sinon Fonds mondial de l'INSF et du gouvernement. Et cette enquête a abouti à des recommandations faites à l'intention du gouvernement provincial de Kinshasa sur base des indicateurs révélant de faiblesses. Pour reportage. Au cours de l'atelier de dissémination organisé à l'intention des services de l'État œuvrant notamment dans les secteurs de l'environnement, de la santé et de la population, les participants ont été tenus informés des résultats de la 3e enquête démographique et de santé en RDC, réalisée par l'Institut national de la statistique avec l'appui de l'École de santé publique de Kinshasa. Des résultats qui suscitent l'inquiétude en ce qui concerne notamment les violences domestiques. Des femmes qui ne dénoncent pas, qui subissent des violences, que ce soit des violences conjugales, les violences qui sont commises par n'importe quel auteur, la ville doit prendre cela à cœur. Un autre indicateur qui inquiète, c'est l'enregistrement des enfants à l'état civil. Nous attendons voir un résultat beaucoup plus probant, beaucoup plus positif pour l'enregistrement des enfants à l'état civil. Vous savez, quand les enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil, ces enfants-là ne seront pas pris en compte pour certaines choses, par exemple les droits à l'héritage. À propos de la fécondité, la 3e enquête EDS révèle que le nombre moyen d'enfants désirés reste inférieur au nombre d'enfants réels durant la période de 3 ans précédant l'enquête et près d'une adolescente de 15 à 19 ans sur 4 a déjà été enceinte. Par ailleurs, une femme sur 3, soit 33%, et près de 3 hommes sur 10, soit 28%, ne désirent plus avoir des enfants. Pour ce qui est de la nutrition, l'enquête révèle que parmi les enfants de 6 à 59 mois, 29% souffrent d'anémie modérée et 28% d'anémie légère. Chez les femmes de 15 à 49 ans, 23% souffrent d'anémie modérée et 28% d'anémie légère. Quant au taux net de fréquentation scolaire au primaire, ils sont de 79% chez les filles et 81% chez les garçons. Ici, comme pour les indicateurs précédents, des efforts doivent être consentis afin de réduire cet écart entre les filles et les garçons. Ici est de retenir que les résultats de cette 3e enquête démographique et de santé, réalisée par l'INS, seront mis à la disposition du gouvernement provincial de Kinshasa afin de permettre aux décideurs de prendre des décisions judicieuses et d'engager des actions susceptibles d'impacter positivement la vie des Kinois et de ramener les indicateurs en rouge au vert. Et à la province du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Sayini a lancé officiellement le jeudi 13 novembre 2025 la première production de cobalt et de cathodes de cuivre et GCSA en sigle, un événement historique qui concrétise la vision chère au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la valorisation du cobalt artisanal et de la traçabilité responsable. La dite cérémonie s'est déroulée donc dans l'enceinte de l'entreprise minière CCR située à quelques kilomètres de Kolwezi. La province du Lualaba a une fois de plus marqué l'histoire minière du pays. Dans une ambiance à la fois solennelle et triomphale, la gouverneure de province a procédé au lancement officiel de la première production du cobalt et de la cathode de cuivre de l'entreprise générale du cobalt EGC, marquant ainsi une étape décisive dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État axée sur la valorisation du cobalt artisanal et la traçabilité minière responsable. La cérémonie organisée dans l'enceinte de l'entreprise minière CCR à quelques kilomètres de Kolwezi
a réuni plusieurs personnalités parmi lesquelles le conseiller principal du chef de l'État au collège Mines et Énergie, les vice-présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Archimède Kalassa, ainsi que le directeur général de l'EGC. Le directeur général de l'entreprise CCR a salué cette initiative qui traduit les passages concrets de l'achat à la valorisation, une matérialisation de l'artisanat minier responsable selon la ligne directrice du chef de l'État. La gouverneure Fifi Masuka Saini a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour sa gouvernance éclairée dans les secteurs miniers qui place aujourd'hui la province du Lualaba au cœur de la transformation industrielle nationale. La coupure du ruban symbolique et la remise de la plaque inaugurale ont scellé ces moments historiques avant une visite guidée du siège de l'EGC et du laboratoire du CEC situé sur le site du centre des négoces de Mousompo. Les participants ont pu constater des visu, les équipements modernes et les dispositifs de contrôle mis en place pour garantir la qualité et la traçabilité du cobalt. Sur le site de Mousompo, des dizaines d'habitants étaient rassemblés, ovationnant la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, et saluant cette avancée qu'ils considèrent comme une victoire collective. Pour eux, l'entrée en production de l'EGC ouvre de nouvelles perspectives d'emploi, de sécurité et de reconnaissance pour les créateurs artisanaux. Au chapitre scientifique, on va revenir sur l'étude comparative et de performance à des émissions d'un moteur en allumage commandé, alimenté par de mélanges binaires et ténèbres. C'est le sujet retenu par le récipiendaire héritier Senda Mundisila, défendu le vendredi 14 novembre 2025 à la faculté de sciences polytechniques de l'université de Kinshasa en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies en sciences de l'ingénieur orientation et génie mécanique et énergétique. Popolezia Kwaou, notre reportage. L'objectif principal de ce travail, de plus de 400 pages, défendu par l'assistant héritier Senga Mundisila, est de déterminer les performances et les émissions des moteurs à allumage commandés fonctionnant avec des mélanges binaires et des ternaires essence, éthanol, méthanol et de comparer à celle de l'essence sans plomb. Notre travail constitue une des solutions au carburant que nous utilisons pour nos véhicules. En fait, l'essence qui est un carburant d'origine fossile pollue la nature et n'est pas une ressource qui va rester éternellement. C'est une ressource épuisable. Héritier Senga a donné des recommandations aux décideurs face à cette problématique. Il faut une décision, il faut imposer les pétroliers de désormais mélanger essence et éthanol au niveau de la pompe. Et cela a un impact significatif en termes de réduction de la pollution. Cette étude renforce la relève académique au sein de la faculté des sciences polytechniques et de l'université de Kinshasa. Nous avons dans notre pays besoin de former non seulement des jeunes pour la relève académique, mais aussi de former beaucoup d'ingénieurs. Parce que dans notre pays, beaucoup de gens qui parlent de la technique n'ont rien à voir avec la technique. Et c'est ça qui fait que peu de choses se réalisent dans notre pays. Il faut dire qu'après avoir siégé en huis clos, les membres du jury ont donné la mention grande distinction au chef des travaux héritier Senga Mundisila en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en sciences de l'ingénieur, orientation, génie mécanique et énergétique. Et c'est sur cette information que nous mettons un point final à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes.